Au XIIe et XIIIe siècle, Bologne présentait un aspect évoquant celui du Manhattan contemporain. Bien que le nombre exact de tours, comparables à des gratte-ciel, reste inconnu, on estime qu'il dépassait probablement la centaine. La plus haute atteignait une hauteur similaire à celle de Big Ben, soit 97 mètres. À cette époque, Bologne figurait parmi les plus grandes métropoles européennes, avec des projets de construction d'une envergure impressionnante et d'une ambition notable. Outre les cathédrales et les hôtels de ville, les familles les plus fortunées firent ériger des tours, probablement pour affirmer leur statut et leur opulence. L'espace limité au centre de la ville, ne permettant pas la construction de vastes châteaux, ces édifices furent conçus en hauteur. Cependant, leurs propriétaires n'y habitaient pas, préférant résider dans des bâtisses plus modestes situées à proximité. Ces tours jouaient avant tout un rôle défensif. La construction d'une tour nécessitait de 3 à 10 années de labeur, un processus à la fois long et exigeant. Chaque structure reposait sur des fondations solides, profondément enfouies, surmontées d'une base constituée de lourds blocs de pierre de sélénite. Plus la tour s'élevait, plus ses parois s'affinaient et s'allégeaient. Au XIIIe siècle, bon nombre de ces tours furent démolies, tandis que d'autres s'effondrèrent naturellement. Certaines furent ensuite reconverties en tours de garde, en commerce ou en immeubles résidentiels. Aujourd'hui, seules 22 de ces tours subsistent au cœur de Bologne. Parmi elles, 2 sont devenues des symboles emblématiques de la ville, mentionnés dans tous les guides touristiques. Une autre révélation historique étonnante en provenance d'Italie concerne les gladiateurs. Ils n'étaient pas exclusivement masculins. Les gladiatrices, bien que rares, existaient bel et bien et des preuves attestent que plusieurs femmes prirent part aux jeux du cirque. Dans les textes anciens, ces combattantes étaient appelées des ludiae ou mulieres, mais certainement pas des dames. Certains chercheurs en déduisent qu'elles appartenaient majoritairement à la classe plébéienne. Le terme de gladiatrix n'existait pas dans l'Antiquité. Il a été inventé au XIXe siècle. Les femmes qui choisissaient de devenir gladiatrices semblaient motivées par une aspiration à l'indépendance et à la reconnaissance, par l'appât du gain, voire à l'épongement de leurs dettes. Il est probable qu'elles recevaient des honneurs comparables à ceux des gladiateurs masculins. Mais une telle situation défiait les normes de la société romaine, ainsi que la conception des rôles attribués aux femmes. Au 1er siècle, le Sénat romain adopta une loi interdisant aux femmes libres de moins de 20 ans de participer aux Jeux. Et en l'an 200, l'empereur Septime Sévère interdit à toutes les femmes de se produire dans l'arène, craignant sans doute qu'elles ne souhaitent concourir aux Jeux olympiques. Une telle éventualité aurait profondément perturbé l'ordre social établi. Les ananas étaient autrefois considérés en Grande-Bretagne comme l'équivalent des sacs et des montres de luxe, un symbole de richesse et de prestige. On peut encore en admirer des représentations sculptées, notamment au sommet des tours occidentales de la cathédrale Saint-Paul, l'un des monuments les plus emblématiques de Londres. Les explorateurs de retour des Amériques faisaient l'éloge des ananas avec tant d'enthousiasme que tout le monde rêvait de goûter ce roi des fruits. Ces derniers exigent toutefois des températures très élevées et des années pour parvenir à maturité. Pourtant, malgré le climat froid et humide d'Angleterre et d'Écosse, on trouvait des ananas dans les jardins de demeure cossus à la fin du XVIIIe siècle, grâce à l'installation de serres spécialisées, appelées pineries, et équipées de systèmes de chauffage. Un ananas pouvait valoir jusqu'à 80 livres sterling, soit l'équivalent de 15 000 $ actuels. Naturellement, on ne consommait presque jamais un fruit d'un tel prix. Il servait plutôt de cadeau ou de pièce d'apparat, trônant sur une table jusqu'à sa décomposition. Les personnes ne pouvant s'en offrir un allaient même jusqu'à en louer pour afficher leur richesse lors de réceptions. L'ananas devint une source d'inspiration pour les arts décoratifs et la vaisselle des classes aisées. Les sculptures en forme d'ananas ornant les piliers de portail ou le sommet du trophée de Wimbledon sont des vestiges de cette époque. Cependant, dès les années 1820, les importations massives d'ananas venus de l'étranger firent progressivement perdre de sa superbe à ce fruit. Il y a 100 millions d'années, des crocodiles géants peuplèrent le désert du Sahara. Dans les années 90, des paléontologues ont mis au jour des squelettes fossilisés de crocodiles primitifs, dont le fameux Supercroc ou Sarcosuchus imperator. Parmi leurs découvertes figuraient plusieurs squelettes partiels, datant de 110 millions d'années. Ce colosse préhistorique, doté d'une tête aussi grande qu'un homme adulte,
mesurait environ 12 mètres de long, soit le double de la hauteur d'une girafe. Ce crocodile géant prospérait aussi bien dans l'eau que sur terre, s'intégrant à l'écosystème diversifié de l'ancienne Afrique du Nord. Les expéditions menées dans le Sahara ont révélé un monde perdu rempli de crocodiles anciens, dont certaines espèces rappelaient des animaux modernes. L'une d'elles, surnommée Dog Croc, ou Araripesuchus wegeneri, possédait un odorat développé et de longues pattes qui lui permettaient de se déplacer comme un chien. Parmi les découvertes remarquables figurait également le Duck Croc, ou Anatosuchus, un crocodile d'1 mètre de long avec des traits rappelant ceux d'un ornithorynque. Il était mieux adapté à la vie terrestre qu'aquatique. Une autre espèce, le rat croc, ou Araripesuchus ratwad, mesurait à peine 60 cm et possédait des dents idéales pour creuser le sol à la recherche d'insectes. Comparées aux crocodiles actuels, ces créatures étaient plus agiles, dynamiques et probablement plus intelligentes, contrastant avec la nature passive des chasseurs modernes. Si les casques à réduction de bruit avaient existé au XIXe siècle, ils auraient été très utiles. Le 27 août 1883, l'île de Krakatoa, en Indonésie, a connu une éruption cataclysmique. Cet événement a produit ce qui est considéré comme le son le plus puissant jamais enregistré. Lorsque le Krakatoa s'est effondré, il a déclenché des tsunamis dont les vagues atteignaient 50 mètres, qui ont voyagé jusqu'à l'Afrique du Sud. Cette île volcanique inhabitée n'avait pas connu d'éruption depuis 2 siècles avant ce jour tragique. L'explosion a causé la mort de plus de 30 000 personnes et engendré d'intenses variations de pression atmosphérique perçues sous forme sonore. Un baromètre situé dans une usine à gaz, à 160 km de là, a mesuré un niveau de 172 décibels. Un être humain moyen peut tolérer jusqu'à 130 décibels sans subir de dommages graves. La pression acoustique générée par l'éruption a donc perforé les tympans des marins à bord du Norham Castle, un navire britannique se trouvant à 60 km du Krakatoa. Cette onde a fait plusieurs fois le tour de la planète, et le bruit, comparable à celui de tirs de canon, était encore audible à 5000 km de distance. La fin du XIXe siècle fut marquée par une pléthore de moustaches imposantes. Mais il y avait un problème. Il était très difficile de profiter d'une tasse de thé avec ce type de pilosité. La chaleur du thé faisait fondre la cire, entraînant l'affaissement des extrémités de la moustache. Les gentlemen de l'époque durent affronter cet inconvénient jusqu'à ce qu'apparaisse une solution ingénieuse. La tasse à moustache. Harvey Adams, un potier britannique, est probablement à l'origine de l'invention de la tasse à moustache dans les années 1870. Il a breveté un rebord intérieur en forme de papillon, muni d'un trou permettant de boire sans se tremper la moustache. Cette innovation a rapidement séduit, au Royaume-Uni tout d'abord, avant de conquérir le reste de l'Europe. Aux États-Unis, ces tasses étaient monnaie vendue dans des enseignes comme Sears et Marshall Fields, aujourd'hui intégrées à la filière Macy's. Elles étaient disponibles en divers formats et styles. Certaines, appelées tasses de fermier, pouvaient contenir jusqu'à une pinte de thé. D'autres étaient de petites pièces délicates en porcelaine, parfois en forme de coquillage ou frappées du nom de leur propriétaire. Elles étaient souvent accompagnées de soucoupes assorties. Lord Byron, l'un des plus grands poètes britanniques, possédait un véritable zoo personnel composé de nombreux chiens, chats et d'une collection d'animaux exotiques. Parmi eux se trouvaient un singe, un crocodile, un renard, des ponts, un ours et plusieurs blaireaux. Lorsque Byron étudiait au Trinity College de Cambridge, une règle interdisait la présence de chiens sur le campus. Cette interdiction l'irrita profondément et il décida d'en faire fi. Byron choisit donc un animal inhabituel, un ours apprivoisé. Les autorités du collège tentèrent de l'en dissuader, mais comme aucun règlement ne mentionnait explicitement les ours, elles ne purent l'en empêcher. Byron promenait son ours en laisse, lui parlait, et alla jusqu'à envisager de l'inscrire en tant qu'étudiant. L'origine exacte de cet ours demeure inconnue, mais ce qui est certain, c'est qu'à son départ de Cambridge, Byron emmena son compagnon à Londres pour intégrer son domaine.